Bienvenue chez Dare Women. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir pour un Dare Chat expert qui nous tient très à cœur chez Dare Women. Il s'agit de la prise de parole à l'oral. Pourquoi ça nous tient très à cœur? Parce que la prise de parole à l'oral, c'est un des piliers pour passer à l'action. Si vous ne maîtrisez pas une bonne prise de parole, vous allez avoir du mal à affirmer qui vous êtes, ce que vous voulez faire et ce que vous voulez obtenir. Donc pour nous, c'est très très important cette maîtrise de l'art oratoire. Ce soir, on va passer 1h20 ensemble. Évidemment, vous allez avoir un petit aperçu de ce qu'est l'art oratoire. Si on devenait un très très bon speaker au bout d'1h20, ça saurait. Donc ce n'est pas le cas. Il faut des heures et des heures de technique. Mais déjà, on a une experte qui va nous donner un sacré boost pour pouvoir, à la fin de la réunion, déjà pouvoir utiliser un certain nombre de techniques. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Dare Women, deux petits mots sur Dare Women. Dare Women, c'est quoi? Enfin, je vois qu'il y a pas mal de membres. Dare Women, c'est une association dont l'objectif est d'accompagner et d'encourager les femmes à être plus audacieuses. Pourquoi? Eh bien, pour mieux s'accomplir dans leur vie professionnelle. Comment on le fait chez Dare Women? On le fait avec 3 piliers. Des voyages à la rencontre de l'audace. On en a donc organisé déjà 2 à Beyrouth. Quand ça ira mieux avec ces histoires, malheureusement, qui vous empêchent de voyager, donc un à Tunis et un à Tallinn, en Estonie, où 40% des femmes chefs d'entreprise dans la tech, 40% des chefs d'entreprise dans la tech sont des femmes. Donc, un premier pilier de voyage à la rencontre de l'audace, un deuxième pilier qui sont des rencontres autour de femmes audacieuses, et un troisième pilier qui sont donc ce qu'on appelle le Dare Training avec des workshops, des parcours JAWS et des ateliers pour devenir plus audacieuse. Ces ateliers, ils vont se mettre en place de façon officielle au mois de septembre. Ce seront des ateliers donc, de prise de parole, de connaissance de soi, savoir dire non, gérer les conflits, asseoir sa confiance en soi, voilà, tout ça accompagné par des coachs. Donc, on vous tiendra au courant. Tout ça démarre au mois de septembre. Important à savoir, Dare Women s'adresse à toutes les femmes, celles qui sont déjà audacieuses, qui vont aider par du mentoring celles qui ne le sont pas à travers l'association, et des femmes qui sont sur le chemin de l'audace, qui ont envie donc de s'accomplir et de pouvoir mettre en musique leurs rêves. Donc, on démarre ce webinaire avec Donatienne Dujeu. Bonsoir Donatienne. Bonsoir Frédéric. Donatienne, tu as quitté la cage dorée de la fonction publique pour aller dans l'entrepreneuriat. Donc ça, déjà c'est une audace. Tu as vécu en Russie, tu es consultante en communication, experte en prise de parole et chanteuse lyrique. Voilà. Et spécialisée dans la prise de parole pour les femmes. Au-delà, tu en fais pour tout le monde, mais tu as aussi une spécialité avec des particularités pour les femmes qui sont notamment contrôler les aigus quand on s'énerve un peu, enfin ce genre de choses. Voilà. Donc, on est parti pour 1h20. Je crois qu'il faut tenir son téléphone pas loin de vous. Mettez votre téléphone à côté de vous parce que Donatienne va vous faire participer. Ça va être une session un petit peu interactive pour celles ou ceux qui le souhaitent, bien sûr. Pour les autres, vous pouvez juste regarder. Ce webinaire sera en replay pour les adhérents Dare Women, puisque Dare Women, c'est une association auquel j'invite tout le monde à adhérer, de façon à pouvoir soutenir et continuer à faire ce genre de workshop. Et pour les autres, c'est en direct. Voilà. Donc, à toi la parole, et puis amusez-vous bien pendant 1h20. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les faites par écrit et je les retranscris à Donatienne. Et à un moment donné, peut-être qu'on ouvrira les micros de ceux qui veulent effectivement prendre la parole, puisqu'on demandera quelques volontaires. C'est une séance qui va s'avérer dynamique. Merci et bon webinaire à tous. Merci Frédéric. Alors, je suis ravie d'être là ce soir avec vous tous et toutes. Je ne vois pas s'afficher là tous les noms. Effectivement, je suis devenue spécialiste de l'art oratoire, notamment parce que j'ai fait de la scène, je suis chanteuse lyrique, j'ai écrit des spectacles et je les ai joués j'ai fait de la scène pendant 15 ans.
Donc tout ça, ça m'a permis quoi? D'accumuler des techniques qui vont vous permettre et nous permettre de traverser les difficultés que peut constituer la prise de parole en public. On a dit Attends, que... Ouais, Donatienne, je te coupe. Je vais demander, parce que moi, je ne t'entends pas très bien. Tout encore. d'un coup, je ne vois plus très bien. Alors, est-ce que des participants peuvent me dire si vous, ça passe très bien? Parce que moi, j'ai eu un petit arrêt et du coup, je t'entendais moins bien. Est-ce que vous entendez tous bien, Donatienne? Si vous pouvez mettre un petit commentaire. Pas très bien, d'accord. Alors, Voilà, ça a baissé tout d'un coup. ça a bugué tout à coup, d'accord. Mm. Est-ce que là, c'est mieux ou pas? Ou Ça c'est... bug quelquefois. Voilà, moyen, ça coupe. Ok, Mm. alors je vais peut-être changer de réseau, je vais essayer. Excusez-moi, je vais remettre ça. Euh, Normalement, ça devrait marcher. Donc, ça, c'est les aléas du webinaire, effectivement, de temps en temps. Alors, parfait. Alors, Voilà, oui, ça va mieux. ok. Voilà. Bon, Mais moi, j'ai toujours une image un peu. Tout à l'heure, je te voyais. Voilà, là, ça va mieux. là, c'est mieux Voilà. ou pas? Tout à l'heure, c'était parfait. Alors, on va refaire un petit essai. Vas-y. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Je retente Vas-y, là. mais parle. Il faut que tu parles longtemps. Oui, voilà, donc je vous disais que ce soir, on allait parler plus particulièrement du trac. Je ne sais pas, est-ce qu'on m'entend là quand je le dis? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, je vois des oui. C'est très bien. Bon, Oui, écoutez, ça va. Très bien. OK. on va Parfait. continuer comme ça. Le trac, je ne sais pas qui d'entre vous a eu le trac. Moi, je l'ai eu beaucoup. J'ai été une très grande traqueuse, comme j'ai pu le dire. Quand j'ai commencé ma carrière, ma première carrière, Frédéric l'a rappelé, c'est une carrière d'enseignante. J'étais agrégée de lettres et j'ai commencé à 23 ans devant un groupe d'élèves et j'étais morte de trac. C'était terrible. Et peu à peu, j'ai commencé ma carrière de chanteuse et j'ai aussi eu du trac quand j'étais chanteuse. Alors, je vais vous montrer une petite citation que peut-être certains d'entre vous connaissent sur la question du trac. Je vous partage mon écran tout de suite, qui va vous peut-être vous décomplexer. Euh, L'idée, il y a cette anecdote qui raconte qu'une jeune comédienne est venue voir Sarah Bernard pour lui dire ah, je n'ai plus le trac, Sarah, je suis très heureuse. Et Sarah lui répond le trac, ne vous inquiétez pas, il viendra ou il reviendra avec le talon. Donc, bonne nouvelle, il est bon d'avoir du trac et c'est quelque chose qu'on va pouvoir juguler, sur lequel on va pouvoir travailler avec des outils qui sont notamment corporels. Alors, Frédéric vous a dit que ce soir, on ne pourrait pas faire toute la formation sur la prise de parole en public. Le fond, la forme, hein, on va parler du corps, du body language, comme on dit en anglais, mais aussi, bien sûr, on pourrait parler du contenu même du message. Ce soir, vous allez voir un petit aspect de la chose, mais un aspect qui est capital, qui est le corps et qui est la capacité du corps de nous aider à entrer dans la prise de parole en public et à trouver notre confiance. Puisque l'idée aussi, c'est d'être confiante, confiant quand on entre en scène et de pouvoir justement se servir de cette confiance pour aller vers l'audace, pour être audacieux dans ce qu'on a à dire et ce qu'on a à faire aussi. Alors, je voulais commencer par un petit quiz. Effectivement, on vous a dit que ça va être interactif. Je vous propose de prendre vos téléphones, qui doivent être à portée de main, et de taper dans la barre du haut l'URL que je mets à côté, qui s'appelle www.menti.com. Vous allez taper cette URL, aller sur ce site, et je vais vous donner un code. Voilà, je vais vous donner un code que je vais faire apparaître en partageant mon écran à nouveau. Voilà. La question est effectivement, comment vous sentez-vous quand vous prenez la parole en public? Alors, le code, alors excusez-moi, je vais revenir en arrière sur le partage. Le code que vous allez composer est le suivant. Il faut que je jongle d'un écran à l'autre, excusez-moi, je ne suis pas encore tout à fait véloce. Vous voyez le code en haut de cette page, 68 58 31. 68 58 31. Et quand vous entrez, vous composez ce code,
vous avez un petit questionnaire. On vous dit, quand vous prenez la parole en public, vous vous sentez, alors je l'ai mis au féminin parce que c'est Dare Woman, mais s'il y a des hommes qui nous écoutent, ils ont tout à fait le droit de répondre à ce questionnaire. Inquiet, traqueuse, inquiète ou traqueuse, inquiet ou traqueur, sereine, en harmonie avec le monde, surexcitée, galvanisée. Voilà, là je vous invite à répondre pour qu'on voit un peu comment se sent notre auditoire ce soir quand il s'agit de prendre la parole en public. La première colonne monte vite. Très bien. On a des sereins, on a des surexcités et c'est très bien aussi. Voilà, j'ai 8 réponses. Est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent à se connecter? 9 réponses. Je crois pour l'instant, on a un public qui se dessine parmi vous. De l'inquiétude, du trac qui apparaît. On a des surexcités, galvanisés, sereins. Vous serez invités peut-être à partager vos expériences, parce que finalement, ce sont des expériences réussies de prise de parole qui font qu'on se sent serein, voire surexcité. Voilà, je crois que là, je vais revenir sur l'écran principal, mais on a déjà une bonne vision de l'impression largement partagée par beaucoup de gens de difficultés quand il s'agit de prendre la parole en public. On dit souvent aussi qu'une des plus grandes peurs de l'homme après la mort, c'est la peur de prendre la parole en public. Ça paraît dingue, mais c'est vrai. Et c'est vrai effectivement plus particulièrement en France, par rapport aux États-Unis, où on a une véritable culture de l'oral. En Angleterre aussi, il y a une culture de l'oralité très importante. Alors, pour entrer dans cette question ce soir du trac, et comme je vous ai dit, du corps, la façon dont le corps va nous servir pour traverser le trac, je voulais vous partager une petite vidéo d'une certaine Amy Cuddy, que vous allez voir apparaître à l'écran, qui a particulièrement travaillé sur le rapport entre le langage non verbal et l'émotion. Je vais vous partager cette vidéo tout de suite, que vous allez pouvoir regarder en même temps que moi. Donc, je partage cet écran-là. Et ici. Voilà, je ne vous la mets pas en entier, elle est très intéressante, vous aurez la référence à la fin de ce webinaire, mais je l'ai prise à un moment que je trouvais très intéressant par rapport à ce qu'elle disait sur, là vous vous tombez dessus, les expressions non verbales, le langage non verbal. Interested in nonverbal expressions of power and dominance. And what are nonverbal expressions of power and dominance? Well, this is what they are. So in the animal kingdom, they are about expanding. So you make yourself big, you stretch out, you take up space, you're basically opening up. It's about opening up. And this is true across the animal kingdom. It's not just limited to primates, and humans do the same thing. So they do this both when they have power sort of chronically, and also when they're feeling powerful in the moment. And this one is especially interesting because it really shows us how universal and old these expressions of power are. This expression, which is known as pride, Jessica Tracy has studied, she shows that people who are born with sight and people who are congenitally blind do this when they win at a physical competition. So when they cross the finish line and they've won, it doesn't matter if they've never seen anyone do it, they do this. So the arms up in the V, the chin is slightly lifted. What do we do when we feel powerless? We do exactly the opposite. We close up, we wrap ourselves up, we make ourselves small. We don't want to bump into the person next to us. So again, both animals and humans do the same thing. And this is what happens when you put together high and low power. So what we tend to do when it comes to power is that we complement the other's nonverbals. So if someone's being really powerful with us, we tend to make ourselves smaller. We don't mirror them, we do the opposite of them. So I'm watching this behavior in the classroom, and Alors, voilà, j'arrête ici la vidéo qui est passionnante et comme je vous dis, je vous mettrai les liens à la fin de cette conférence, de cet atelier en tout cas. Là, le passage qu'on a vu finalement est assez évident d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on se dit, oui, la personne qui se sent
qui se sent dans une position dominante, va exprimer naturellement cette position dominante. Mais ce qui est intéressant, c'est elle dit finalement comment ça s'exprime. Et la première chose, c'est effectivement une position d'ouverture et je prends la place et il y a quelque chose qui se grandit. D'accord ? Et j'aime beaucoup l'exemple qu'elle prend en disant même un aveugle qui n'a jamais vu ce geste de la victoire va le faire instinctivement. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion qui va aller se traduire dans le corps. Donc un premier truc, on va revenir petit à petit sur les différents tips pour lutter contre le trac, mais un premier truc, c'est, comme dirait Amy Cuddy, prendre la position Wonder Woman. Vous la voyez, celle-là, hein, les mains sur les hanches, les jambes légèrement écartées, et se mettre dans cette position va déjà donner quelque chose, nous donner un sentiment de puissance. Parce que la suite de la vidéo, on ne l'a pas vue, ce qu'elle dit, c'est que, effectivement, dans un sens, les émotions fortes, le sentiment de dominer la situation, nous amène à nous exprimer d'une certaine façon corporellement, mais elle a étudié aussi l'impact de la position sur notre émotion. Donc il y a un véritable va-et-vient, c'est-à-dire qu'elle dit, des études prouvent que quand je me mets dans cette posture ouverte, dominante, je vais faire monter mon taux de testostérone, mesdames. Donc c'est amusant et intéressant. Est-ce que ça veut dire que, parce qu'on sait que quand on va prendre la parole devant un public, on a le taux de cortisone qui monte, et que ce taux de cortisone, il nous embrume le cerveau. En fait. Est-ce que le fait de prendre une posture puissante va calmer le taux de cortisone avec la montée de la testostérone? C'est ça qu'elle est en train de nous expliquer? D'accord. Ce qu'elle explique dans cette vidéo, c'est que ça donne, effectivement, ça va compenser d'une certaine faççon la montée de cortisone et de stress qu'on peut avoir. Donc, on n'aura plus les mêmes watts. Ça suffira peut-être pas, mais moins, effectivement. Déjà, nos mains, on les mettra sur les hanches, donc on les touchera pas et elles seront moins moites, exactement. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit, travaillons notre corps, sculptons notre corps pour nous donner à nous-mêmes cette énergie et pour nous donner ce sentiment de empowerment, hein, ce mot qui est très fort en anglais et qu'on n'a pas vraiment en français. Et qui correspond tout à fait à cette idée de devenir audacieuse, comme on le propose chez Dear Woman. Donc, voilà, là, je voulais simplement, pour commencer, montrer clairement le lien entre l'émotion et le corps et le va-et-vient entre les deux. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que le trac? C'est d'abord de l'émotion, vous le savez bien, qui a une influence très forte sur le corps. Comment ça s'exprime? Les mains moites, Frédéric vient de le dire, la bouche un peu sèche, le cœur qui palpite, d'accord, augmentation du rythme cardiaque, la respiration du coup qui va monter, hein, et on va en reparler tout à l'heure. L'idée, ça va être effectivement de calmer le rythme cardiaque, calmer la respiration et arriver finalement à retrouver la maîtrise de notre corps. Mais ce qui est aussi intéressant, donc ça c'est de l'émotion qui impacte sur le corps, mais c'est de se dire si je contrôle mon corps, si je le modèle, je lui donne des informations, je vais pouvoir aussi jouer sur cette émotion. Je vais pouvoir faire baisser l'émotion négative que peut constituer le trac. Alors je dis négative, mais il n'y a pas que du négatif dans le trac. On est d'accord, ceux qui ont déjà étudié le stress, vous devez savoir que ça a aussi une fonction au départ salvatrice. Hein. Le stress, c'est je fuis dans une situation voilà, de danger, exactement. Alors, le trac, malheureusement, est une réaction inadaptée à des situations qui ne demandent pas de fuir, mais on a un sentiment de danger. D'accord ? Donc, le trac est une réaction inadaptée, mais qui est aussi quand même génératrice d'énergie. C'est pour ça que Sarah Bernard dit, finalement, il faut du trac, parce que ça donne cette espèce d'énergie, cette vigilance dont on a besoin quand on est sur scène. Je peux faire une petite parenthèse de mon expérience de scène. Je me souviens un jour d'être arrivée au début de mon spectacle. Je devais commencer en disant une fable de La Fontaine, comme ça, devant le public noir. Et j'ai eu un trou. Je ne me suis pas souvenue du début. Ça a duré heureusement quelques secondes. J'ai eu l'impression que ça durait une éternité.
Mais ça m'a donné, vous pouvez imaginer, une montée d'adrénaline. J'ai le cœur, j'ai tout le corps qui, tout à coup, a été électrisé par cette peur, qui a fait que j'ai été extrêmement consciente de tout ce que je faisais pendant, on va dire, la demi-heure qui suivait. Beaucoup plus consciente. Et donc, dans un état d'attention et de vigilance au public, dans un état de présence, et c'est ça qu'on cherche quand on est un bon orateur, une bonne oratrice, qui a été un vrai coup de pouce. Donc, voilà, cette petite anecdote pour vous dire que le trac a aussi des vertus. Revenons sur les piliers donc, de la prise de parole en public. Je vais vous montrer une slide pour rentrer un peu plus avant dans cette question du corps dont je vous ai parlé à l'instant. Au passage, toutes les personnes qui ont envie de me poser des questions en direct, n'hésitez pas, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Et si vous voulez les écrire dans la marge, Frédéric se fera un plaisir de me les relire si j'oublie de les lire. Voilà. 3 piliers quand on parle de prise de parole en public et d'art oratoire. Le corps, je viens d'en parler et on va en parler plus précisément, a un impact fondamental. C'est-à-dire que on a tendance, évidemment, nous, à focaliser notre attention sur le 3e pilier, qui est la tête. Alors, bien sûr, s'il n'y a pas de discours, s'il n'y a pas de réflexion, s'il n'y a rien à dire, bah, il n'y a pas de prise de parole en public. D'accord ? Donc, évidemment, sans la tête, il n'y a rien. Et c'est une évidence. Mais en même temps, c'est la tête qui va nous plonger dans cet état de trac. C'est le mental et le cœur, on va voir l'émotion qui va nous entraîner finalement ailleurs que là où on devrait être quand on se met à parler. Donc je reviens en arrière. D'habitude, on pense toujours à la tête. Qu'est-ce que je vais dire à mon public ? Bon, est-ce que j'ai en tête à peu près mon sujet ? Ok, tout va bien, j'y vais. Bon. On oublie qu'il y a 2 autres choses qui fonctionnent en même temps. C'est comme je vous ai dit, le corps et quand j'ai dit le cœur, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est l'émotion. Il y a l'émotion du moment, mais il y a aussi tout ce que j'ai envie de transmettre comme émotion à travers mon discours. Et ces 3 piliers fonctionnent véritablement de façon synchrone. Allons un peu plus loin avec l'étude d'un certain Albert Mehrabian, qui est un psychologue américain, qui, il y a quelques années, a fait une étude sur l'impact de la communication, notamment quand on parle de choses personnelles liées à porteuses d'émotions. Et ce qu'il a constaté statistiquement, alors beaucoup de gens discutent ces statistiques, il n'y a rien évidemment de coulé dans le marbre, mais quand même que 55% de l'impact de votre message passe par le visuel, d'accord, ce qu'on voit, c'est-à-dire les mouvements de mon corps, l'expression de mon visage que vous voyez ici, tout ce qui est, je dirais aussi, de l'ordre de l'énergie. Généralement, c'est pas seulement de la forme, mais c'est l'énergie que je dégage. Et ça, j'y reviendrai, mais une des premières choses à penser quand on va entrer en scène, c'est qu'il faut avoir un niveau d'énergie plus important que notre niveau d'énergie habituel. Et c'est pour ça qu'il va falloir travailler sur son corps. Donc 55% passe par le visuel, 38% passe par la voix, le ton, etc. On va revenir tout à l'heure sur cet outil de la voix. Donc, évidemment, c'est capital. Frédéric vous a rappelé que je m'intéressais plus particulièrement à la voix des femmes. Pour les femmes, la voix est souvent particulièrement un enjeu. Aujourd'hui, culturellement, on valorise les voix graves. Alors, quid des voix un peu haut perchées ? Quid des femmes qui, quand elles s'énervent, montent dans les aigus ? Tout cela, c'est quelque chose dont les femmes souvent pâtissent inconsciemment ou très consciemment. Et elles se demandent, est-ce que c'est vraiment possible de travailler sur ma voix, sur ma couleur de voix ? On va voir tout à l'heure que oui, il y a tout à fait des trucs, il y a un certain travail vocal qu'on peut faire et dont je suis effectivement en tant que chanteuse lyrique experte. Je peux vous dire de où à où va la voix et on va essayer de faire un petit peu ce trajet ensemble. Et enfin, le verbe, hein, ça marche mieux en français d'ailleurs qu'en anglais, words, les mots, 7% de l'impact. Donc voilà, l'idée c'est de se dire ici, de comprendre que le corps est capital dans l'impact de notre discours et il faut s'en servir, il faut en faire un outil, que c'est notre ami et pas que notre ennemi
comme c'est le cas quand on a ce sentiment de trac qui nous envahit. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Je parle beaucoup. N'hésitez pas à… Non, alors il n'y a pas de question. Moi, j'en ai une. Donc, tu es en train de nous dire que si on maîtrise le mouvement du corps et la voix, finalement, ce qu'on dit, ça a moins d'importance. On sait quand même que le contenu est très important, mais c'est vraiment pour toi, enfin pour la prise de parole, c'est vraiment le fond du discours peut être complètement annihilé par une forme qui est mauvaise. Et à contrario, un mauvais fond peut se retrouver pas trop mal grâce à la forme. C'est ça que tu es en train de nous dire. Tout à fait. En fait, d'ailleurs, je vous donnerai à la fin de cet atelier un lien vers une vidéo très drôle d'un jeune homme américain qui s'est amusé à faire une espèce de conférence TED de 10 minutes où il ne dit rien, absolument rien, mais il utilise tous les outils corporels et vocaux pour faire semblant de dire quelque chose d'intéressant. Et c'est très drôle. Alors, j'ai une question de Fabienne qui est à New York, qui est une Dare-woman américaine. Et là, ce soir, je n'ai pas dit, mais on a des Dare-women, je vois apparaître de New York. On a, je crois, l'Afrique du Sud qui est là aussi, avec Frédéric. Alors, Fabienne, et c'est une bonne question. Est-ce un effet court terme ou long terme? Le fait de dire que les mots ne prennent pas plus d'importance après le speech. Ça, je suis tout à fait d'accord avec cette question. Enfin, je vois où elle veut en venir, mais alors, notamment aux États-Unis, effectivement, sur le moment, c'est un effet court terme qui est assez fort, mais c'est vrai qu'après, et alors, je réponds à la place de Donatienne parce que Donatienne est très frustrée dans ce webinaire, parce que quand on en a parlé ensemble, effectivement, Donatienne intervient sur le contenu autant que sur le contenant. Donc, oui, tu vas répondre parce que tu es la spécialiste, mais évidemment qu'à long terme, si on raconte que du bullshit, ça ne marche pas, quoi. Effectivement, voilà, je pense que tu peux confirmer pour répondre à Fabienne. Ça marche pas à terme, mais cette idée, en fait, de l'importance du corps et de la voix, c'est l'idée d'une présence. C'est-à-dire que moi, ce sur quoi je travaille avec les personnes que je coach, c'est sur une grande conscience d'eux-mêmes au moment où ils disent, au moment où ils parlent, au moment où ils disent ce qu'ils ont à dire. Et cette conscience de soi, elle est capitale parce qu'en fait, elle permet d'être en relation avec le public, une relation réelle. C'est-à-dire qu'on est vraiment présent à l'autre. L'idée, c'est d'être très présent à soi par justement ce contrôle de ma respiration, de mon corps, de mes gestes, de ma voix, pour être très présent à l'autre. Et je pense que cette idée d'une conscience de cela permet de travailler le charisme, en fait, plus généralement. C'est-à-dire que l'idée, bien sûr qu'on peut prendre la parole, être très carré, avoir quelque chose de très clair à dire, et heureusement, certains… Je te coupe. Il y a aussi le Cameroun qui est là. Bravo, super. Donc, ce que je disais, oui, on peut faire une prise de parole très bien écrite, très bien conçue, et le message passera, mais il passera d'autant mieux qu'on a ce rayonnement intérieur, je dirais, ce charisme, cette présence à soi, présence à l'autre en même temps, qui va faire que voilà, l'impact sera plus important. C'est-à-dire qu'on vous aura écouté, mais on aura plus qu'envie d'écouter, on aura envie de vous poser des questions, on aura envie d'entrer en relation avec vous. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, une des choses aussi que je dis assez souvent, une très bonne prise de parole, c'est comme une conversation tacite. C'est-à-dire que quand vous êtes en conversation avec un ami, c'est naturel, c'est fluide, il y a quelque chose qui passe et cet ami peut vous interrompre à tout moment. Quand vous parlez devant un public, le public a la politesse d'attendre la fin, mais si vous avez le même naturel et la même spontanéité d'une conversation, ça va être beaucoup plus fluide et ça va passer beaucoup mieux. Voilà. Ça répond aux différentes questions, à la tienne Frédéric et à celle de Fabienne. Mais voilà, c'est cette idée de la présence. Alors, maintenant, justement, vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour le trac? Ok. Entrée en scène. Qu'est-ce qu'on fait, à votre avis? Quelle est… là, je vais peut-être me mettre là… regardez le chat en même temps. Je vous laisse là me répondre dans le chat. Qu'est-ce que vous feriez avant d'entrer en scène pour vous préparer? Allez-y, je vous laisse mettre des petites réponses à côté, à droite.
Breathe, exactement. Oui, bravo. Une bonne respiration. Crier. Ah, très bien, crier. Quoi d'autre? On fait juste avant d'y aller. Tapoter mes bras, oui. Ça, c'est pour savoir cette conscience du corps, exactement. Me défouler. Béatrice, je ne sais pas comment vous défoulez, mais vous pouvez nous en dire plus si vous voulez. Exercer sa voix. Stand strong, exactement comme Amy Cody nous le montre. Stretching, très bien. Musique énergisante. Alors ça, c'est intéressant. Là, très intéressant. La musique énergisante, vous voyez qu'on est à un autre niveau ici. On n'est pas tant au niveau du corps que au niveau du mental. C'est comment je vais me conditionner mentalement pour entrer dans la musique, entrer dans l'énergie. Exactement. Super. D'autres réponses, est-ce que vous voulez nous partager? Merci en tout cas pour vos réponses. Respirer par le ventre. Oui, exactement. Pensez à quelqu'un qui m'aime. Là, on est sur la préparation mentale. Génial. Merci pour vos réponses. C'est très chouette. On a les bases. Alors, respirer, comment on fait pour respirer dans le bon sens, avoir une respiration diaphragmatique profonde? Je vous propose, je vais bouger un petit peu mon ordinateur, de faire l'exercice avec vous. Je ne sais pas, j'imagine qu'il y a un certain nombre d'entre vous, qui savent comment respirer de façon profonde. Alors, vous allez mettre, si vous voulez le faire en même temps que moi, il y en a 2 que je vois et puis d'autres, je ne les vois pas, mais vous pouvez essayer. Comment sentir sa respiration diaphragmatique? Et il faut mettre sa main sur le bas-ventre, donc le pouce au niveau de votre nombril et la main, je bouge un peu mon écran pour que vous voyez, au niveau du bas-ventre, d'accord? L'idée, c'est que vous allez expirer profondément comme dans une paille, donc de façon très sonore. Je vais le faire. Et en même temps que vous expirez, votre main fait rentrer le ventre. D'accord? Donc, on y va, on expire. Et au moment, voilà, il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer. Au moment où vous allez inspirer, ce qui est important, c'est de laisser votre corps se remplir tout seul d'air. On va éviter de faire une inspiration qui monte le haut du thorax. D'accord? Parce que quand on fait ça, on bloque le haut du corps. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une inspiration qui va se faire comme un airbag, très naturellement. Comme ça. Donc on va le refaire ensemble et je vais vous donner un petit tips en plus. Au moment où votre ventre se gonfle à l'inspiration, vous allez relâcher les dames. Je ne sais pas s'il y a une majorité de dames, je n'ai pas vu s'il y avait des messieurs. Les dames sont plus familières avec ce genre de choses. Vous allez relâcher le périnée, vous allez relâcher tout le plancher pelvien au moment où vous inspirez. Donc on y va, on recommence. On expire comme dans une paille. C'est parti. On inspire. Voilà. Et là, normalement, cette deuxième fois, vous devez sentir, si vous arrivez à relâcher le périnée et à laisser le ventre se gonfler tout seul, vous allez avoir le ventre qui va se gonfler, les côtes qui vont se gonfler petit à petit, et ensuite, évidemment, votre cage thoracique qui va s'ouvrir et se remplir d'air. Voilà. Premier petit exercice qui permet déjà de commencer à faire ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Vous connaissez peut-être ces exercices en yoga. Vous allez essayer de rallonger les temps les temps d'inspiration et rallonger les temps d'expiration. Autre petit exercice que je fais souvent faire, le chien, je vais le faire 2 minutes. Vous mettez votre pouce juste sous la poitrine au niveau justement du diaphragme, d'accord, à l'endroit des côtes flottantes, et vous faites le chien. Voilà, et là vous sentez le diaphragme qui bouge, là ça permet de tonifier. Le premier exercice permet de calmer, le deuxième permet de se tonifier, et vous pouvez terminer par un ha, ha, ha. Mais là, vous sentez que mon ha, il est basé que sur la respiration, l'air que je vais envoyer avec mon diaphragme. Ha, ha, ha. Voilà, hein, on pourrait le faire tous ensemble. Ces petits exercices, déjà, permettent de se mettre en condition d'avoir la condition, la respiration calme et en même temps tonique dont on a besoin pour parler. Puisque là, ce que je viens de faire à la fin, c'est que je viens d'émettre un son qui partait de très profond. Et ça, c'est aussi la façon dont on peut gérer les moments où il faut parler fort, les moments où on a envie de crier. D'accord ?
Donc, première chose, la respiration, on vient de le voir. Deuxième chose, certains, j'ai vu tout à l'heure Stand Strong, exactement. Je vous ai dit tout à l'heure Wonder Woman. Première sensation que je dois avoir si je suis debout, c'est le sol sous mes pieds. D'accord? Ça, c'est capital. Quand je fais passer des personnes, quand je coach des personnes, je les fais parler, je leur dis régulièrement, pensez à vos pieds. Pensez à vos pieds. Pourquoi penser à ses pieds? Tout simplement parce qu'on reprend conscience du corps tout entier. Et penser à ses pieds, ça a l'air bête, mais ça permet de lâcher le mental, parce que c'est tout en bas. D'accord? C'est un ancrage et la terre nous porte. Donc, ça n'a l'air de rien, mais penser à la force du sol sous vos pieds, c'est déjà trouver votre énergie totale. Et quand vous êtes assise, comme je le suis là maintenant, asseyez-vous au bord de votre chaise. Surtout pas, pas sur le dossier, sinon vous allez vous avachir, mais au bord de la chaise. Vous allez sentir très fortement cette fois-ci le sol sous vos pieds et la chaise sous vos fesses, tout simplement. Donc là, vous avez 2 points d'appui quand vous êtes assis et ça permet là aussi de trouver cette force corporelle dont on a besoin. Alors, autre point, je vais vous les montrer directement à l'écran de mon PowerPoint. Autre point, donc, pour soigner votre entrée en scène. On vient de le voir, respiration diaphragmatique, visualisation et préparation. Alors, on a déjà eu des super idées qui sont apparues dans le chat. Hein. Visualisation, quelqu'un a dit « je pense à quelqu'un que j'aime ». On a dit « j'écoute une musique énergisante et ça me donne la patate ». D'autres s'entraînent régulièrement si vous avez une prise de parole avec un véritable enjeu. Hein. Vous avez 300 personnes à embarquer. N'hésitez pas régulièrement, et ça ne se fait pas la veille de l'événement, ça se fait régulièrement en amont de l'événement, à vous imaginer en train de faire ce discours et ça marche. Et le public réagit et vous êtes dans un très bon mood, vous êtes dans une position de winner, hein, vous avez le pouvoir d'une certaine façon. Est-ce que c'est comme les coachs sportifs disent quand on s'entraîne par exemple, pour un marathon, un semi-marathon, et que c'est dur, l'entraînement qui dure des mois, c'est dur, ils nous demandent tout le temps de nous visualiser, passer la ligne d'arrivée dans la réussite. Et voilà, et pendant des mois, ils disent, vous voyez lever les bras, être heureux, passer la ligne d'arrivée. Donc, c'est la même chose. En fait, c'est exactement le même process. C'est ça que tu nous dis. Hein. Exactement. C'est exactement cette technique. Et pour certains, au début, ça peut être un peu anxiogène. Moi, je me souviens d'une personne, un directeur d'un fonds d'investissement qui avait des grosses responsabilités, qui devait parler anglais et que ça terrorisait. Et quand je lui ai dit, faites cet effort de vous imaginer devant les 300 investisseurs américains, à un moment, il s'est décomposé. Il m'a dit, je peux pas, c'est horrible. Et je lui ai dit, en fait, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il était capable de visualiser la scène et donc de se connecter immédiatement à l'émotion terrifiante que ça lui inspirait au départ. Donc cette capacité d'entrer dans la visualisation est aussi tout à fait bénéfique et après on peut travailler dessus. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Frédéric. La conscience du corps, j'en ai parlé, d'accord? Cette conscience du corps, vous avez bien compris que c'est mes appuis, ma respiration, l'ouverture de mon corps. On peut aussi, un truc pour se détendre avant l'entrée en scène, faire des mouvements. Il faut absolument lâcher les trapèzes. Donc faire des mouvements au niveau des épaules, se faire un petit massage des trapèzes, très utile. Très utile tout simplement, alors je ne vous montre pas une vidéo que je montre parfois, dans laquelle on voit que les muscles qui sont rattachés à la base de la tête sont raccrochés au trapèze et ce sont les mêmes muscles qui sont raccrochés à la langue. Donc tout ça, ça va ensemble et si on est bien détendu au niveau du haut de la tête et du corps, on a justement cette capacité à parler librement. Capital avant de parler aussi, le plus difficile, et c'est sur ça qu'on va pouvoir travailler ensemble maintenant aujourd'hui, c'est le silence. Avant de parler, la clé de la meilleure prise de parole en public, c'est le silence. Avant de parler, il faut se taire. Pourquoi? Parce que dans ce silence, c'est le moment où vous accueillez le public. C'est le moment pendant lequel vous prenez contact avec ces gens
et vous vous laissez regarder d'une certaine façon. C'est assez impudique de se mettre en scène et de franchir la parole de la scène. C'est pour ça que ça donne le trac. Hein. C'est complètement impudique d'une certaine façon, mais c'est aussi un moment où on va chercher l'humanité, hein, à qui on va s'adresser. Donc, avant de parler, si vous êtes capable d'un vrai silence et de regarder votre public, alors on parle souvent de balayer du regard le public. Non, moi je dirais quelque chose de capital jusqu'à aller. Alors après, ça peut varier bien entendu selon le nombre de personnes à qui vous vous adressez. Jusqu'à 20, même 30 personnes, vous pouvez regarder tout le monde alternativement, aléatoirement. C'est-à-dire qu'on ne balaye pas du regard, on regarde les gens, on accroche un regard et on regarde généreusement. Et vous allez voir que ce regard est bienveillant. En fait, ce regard va vous donner cette énergie qui permet d'avancer et d'oublier tout ce qu'on a en tête et tout ce qui fait qu'on a le trac notamment. À partir de 30-40 personnes, on est d'accord, vous fixez les points cardinaux de la salle et vous essayez de bouger votre regard pour que tout le monde ait l'impression d'être regardé. Mais silence, regard, ça vous permet aussi quoi? Si je me tais et que je respire avant de parler, je vais aussi éviter les mots qui viennent, les mots parasites. La plupart des gens commencent en disant « Alors donc, donation du jeu, je vais vous parler de ça. » D'accord? Alors donc, tous ces éléments qui ne font pas sens, qui ne disent rien, vont disparaître dans le silence et la respiration de votre première prise de parole. Je voudrais vous montrer une petite vidéo ensuite pour aller plus loin, pour parler de la voix. Et vous proposer un exercice qui va être à la fois axé sur ce silence et ce regard, la conscience du corps. Je pense que je ne vous vois pas, donc je ne sais pas comment vous êtes. J'imagine que vous avez déjà plein d'énergie. Mais je voudrais qu'on travaille aussi en même temps les possibles de la voix. Jusque-là, est-ce qu'il y a de nouvelles questions avant que j'aille plus sur la voix et qu'on fasse un petit exercice pratique? J'ai vu qu'il y avait une petite question tout à l'heure. Non, pas de question. Ok, très bien. Eh bien, je vais vous montrer. Alors, il y a des Américains ici et peut-être des personnes d'autres cultures, donc peut-être que vous connaissez moins ce champion de la voix qu'est cet acteur que je vais vous montrer. Alors, pardonnez-moi, hop. Le voici. Il s'agit de Fabrice Lucchini. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroir encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances avec de lourds cheveux roulés dans des quittances cache moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide, un immense caveau qui contient plus de morts que la fosse commune. Je suis un cimetière abhorré de la lune, où comme des regrets se traînent de longs vers qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chers. Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées, où gît tout un fouillis de modes surannés, où les pastels plaintifs et les pâles bouchées seuls respirent l'odeur d'un flacon débouché. Rien n'égale en longueur les boiteuses journées. Etc. Là, on est presque à la fin de la vidéo. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans cette vidéo? Qu'est-ce que vous pourriez dire? Quels sont tous les trucs qu'on peut avoir au niveau de la voix pour finalement créer une musique? C'est-à-dire que c'est ça qui va se passer avec un travail vocal comme celui que propose Lucchini. Je vous laisse, voilà, je regarde à droite ce qui sort. Le rythme, l'intonation, les pauses, oui, les silences. Et qu'est-ce que vous remarquez sur ces silences? C'est qu'ils sont placés à des moments un peu imprévus. C'est-à-dire parfois, les silences sont naturels, comme à une fin de phrase, et parfois, il va enchaîner la fin de la phrase et mettre le silence à un autre endroit. D'accord? Donc, créer des silences imprévus, ça va permettre d'attirer l'attention. D'accord? Il maîtrise son texte parfaitement. On est bien d'accord, ça c'est sûr. Je vais revenir sur cette question de la maîtrise du texte. Mais là, effectivement, le point principal, ce sont les silences
les modulations, et il y a un mot qui n'est pas encore sorti dans ce que vous m'avez dit, qui est l'articulation. L'articulation. Maître mot de Lucchini. Et si vous travaillez votre articulation, vous allez véritablement pouvoir créer justement des effets, des silences qui vont être tout à fait remarquables. Alors, je vais vous montrer justement je vais récapituler un petit peu tout ce que je vous dis sur la question de la voix. Un projet, voilà, j'ai noté ici sur cette slide l'idée d'un projet musical pour votre voix. Ce que je veux dire, c'est que finalement, il faut apprendre à s'écouter. Hein, souvent, on dit il ne faut pas s'écouter parler, les gens désagréables, ce sont les gens qui s'écoutent parler. Moi, je vais vous demander à tous et à toutes de vous écouter parler au sens technique. Dire, tiens, et si je faisais un silence ici? Tiens, et si j'accélérais le débit? Et ça, je vais m'en servir avec l'articulation. L'articulation est vraiment un outil simple. Vous voyez, là, si je surarticule, je pense à surarticuler. J'utilise mes zygomatiques davantage. Là, je parle un peu à la Fabrice Lucchini. Mais au fond, si vous ne me connaissiez pas, si vous n'aviez pas entendu parler depuis tout à l'heure, ça ne vous choquerait pas forcément. Vous voyez, le fait que j'ai surarticulé. Et surarticuler va permettre parfois de ralentir, va permettre de faire entendre des mots importants, va permettre de créer des silences où on en a besoin. Voilà. Et ensuite, vous pouvez varier, bien entendu, la puissance, parler plus fort, moins fort, le timbre, ça j'en reparlerai peut-être le cas échéant. Alors, je vais vous proposer un petit exercice, je vais arrêter de partager cela. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous souhaite à quelque chose, vous avez à côté de vous quelque chose à lire, n'importe quoi, hein, votre livre de chevet, un document théorique, technique, ce que vous voulez, et je vais proposer à l'un ou l'une d'entre vous de commencer à nous lire ce texte qu'il a à portée de main, avec, s'il vous plaît, la caméra allumée. On voit un peu ce que ça donne, et pour qu'on commence un petit travail qui va prendre en compte ces différents outils dont je viens de vous parler. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui veut bien se lancer sur une lecture? Vous pouvez nous lire ce que vous voulez. Ça n'a pas besoin d'être ni important, ni fascinant, juste un texte. Est-ce que quelqu'un souhaite? On ne t'entend pas, Frédéric, je crois que tu es en muet. Je vais me lancer. Okay. Alors, je lis n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, alors je lis Le Petit Prince. Super. Je n'avais pas l'audio. Je veux bien me lancer, mais le Petit Prince. Ah bon, bah allez-y. Voilà. Parce que j'ai pas de. Alors... Voilà. Est-ce qu'il est. Ouais, Stéphanie, est-ce qu'il est possible de monter un peu votre caméra pour que qu'elle soit face à vous? Parce que je suis pas bien assise, je suis sur mon lit. Nous, on est toutes les deux avec Frédéric en Afrique du Sud, il fait froid, donc on est dans une petite pièce pour se tenir chaud. Ah, bravo. Voilà. Okay. Donc du coup, je suis avec mon iPad, je suis en train de tenir mon iPad et en même temps mon livre. Et en même temps, je ne sais pas si c'est d'accord. Ce qu'il y a de mieux. On va faire avec. On va arriver à stabiliser le truc. Voilà. Et j'ai la lumière. Bon. Donc, je lis combien de lignes? Quelques lignes et puis je vous arrête. Ok. Ça va peut-être bouger. Alors, j'ai déjà le cœur qui bat vite. C'est marrant. Hein? Normal. Le 5e jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre, même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles? Merci. Ok, super, bon début. Donc, sur ce
chef-d'œuvre de la littérature, hein, qu'on connaît bien. Donc là, on avait le regard, alors on a en plus une vision un peu en contre-plongée, donc on avait une vision finalement pas très présente, c'est normal, hein, de Stéphanie, un peu en contre-plongée avec son regard sur le texte. Oui, je suis désolée, j'ai pas l'habitude. En général, je suis sur mon bureau, mais là, je suis sur le lit. C'est pas grave, c'est pas grave. Si vous arrivez à le tenir là, comme ça, on va y arriver. Alors, je vais vous proposer l'exercice suivant. Vous allez me relire ce texte vous allez être obligé de lire quelques mots, puis de regarder l'écran. À chaque fois que vous allez parler, vous serez face caméra. Vous regarderez la caméra, c'est-à-dire que nous, on aura l'impression que vous nous regardez. D'accord? Donc, quand vous lisez, je ne veux pas entendre votre voix. Et vous allez voir, la chose un petit peu difficile, c'est qu'à la fin de votre phrase, regardez toujours la caméra avant d'aller lire votre texte. D'accord? Donc, je vous montre un peu ce que ça donne, pour que vous compreniez mieux. Donc, moi, j'ai un texte sous les yeux. Voilà, je prends ce livre qui s'appelle L'éloge de la passoire. Donc, je regarde le public, c'est-à-dire vous. Les anciens n'avaient pas d'autre choix que de devoir compter sur leur mémoire. Donc, je vais essayer. Je ne peux pas lire beaucoup plus. Je vais essayer, vous allez pouvoir essayer de nous lire ce texte en gardant bien notre regard, en fait, hein, l'œil de la caméra qui est notre regard. Allez-y. C'est un peu acrobatique avec votre système, mais on va y arriver. Ok. Le 5e jour, toujours grâce au mouton. Très bien. Ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Très bien. Déjà, merci beaucoup, on va continuer. Vous voyez déjà qu'on prend beaucoup plus de temps, c'est normal, hein, on lit, mais il y a un temps qui s'installe, qui n'est pas le temps de la lecture. Hein. Le temps de la lecture, c'est un temps mental d'une certaine façon. Quand on lit, évidemment, on lit beaucoup plus vite que quand on lit. Et là, ce temps que vous prenez, c'est déjà la temporalité de la parole. Et c'est une temporalité que nous, public, on peut assumer, hein, dans laquelle on entend. Et en plus, quand vous nous dites les choses en nous regardant jusqu'au bout, on vous écoute vraiment et on attend la suite. Allez-y, continuez. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème. Alors, voyez que je ne sais plus où est ma ligne. Oui. Comme le fruit d'un problème long. Alors, attendez, là, je fais un peu dur en fait. Pardon? Je trouve que c'est pas fait. Enfin, c'est pas évident parce que il faut mémoriser la phrase, la dire devant, ouais, effectivement. Exactement. Oui, c'est comme quand on lit quand on voit les orateurs avec leurs feuilles au pupitre et. Tout à fait. En fait, ils lisent pas. Donc, du coup, moi, je me dis, ils l'ont appris par cœur. Alors, merci en tout cas, merci beaucoup pour cette intervention, super. La question du par cœur, effectivement. Quelqu'un a écrit tout à l'heure dans le chat, Lucchini connaît parfaitement. Oui, c'est moi qui ai écrit, parce que moi, j'adore Lucchini, mais c'est vrai qu'il maîtrise à fond. Tout à fait. Et est-ce qu'il faut faire par cœur? Alors moi, je dis, attention, n'est pas Lucchini qui veut. C'est-à-dire que le par cœur, finalement, un bon par cœur va être réservé aux acteurs professionnels. Pourquoi? Parce que font les acteurs professionnels? Ils prennent des mots qui ne sont pas les leurs et ils font comme si c'était eux qui les inventaient au moment où ils les disent. Donc, ils les restituent dans la fraîcheur et le naturel qui est celui de la pensée, comme si c'était notre pensée. C'est très difficile à faire avec son propre texte. C'est-à-dire que moi, je recommande d'éviter le par cœur à tout prix. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai des notes ou quand j'ai quelque chose, eh ben, je ne vais pas apprendre des longues phrases. Je vais regarder 3 mots et ensuite, je vais donner mes 3 mots. Alors évidemment, ensuite, si j'ai tout un discours, je vais avoir des tips pour retenir les phrases. Mais voilà pour la question du par cœur, et ça, on pourrait y revenir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer? Merci beaucoup, Stéphanie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut bien essayer de faire cet exercice de lecture? Je ne vois pas tout le monde, mais n'hésitez pas à prendre la parole et à montrer. Oui, déjà. Allez, est-ce que vous pouvez mettre votre vidéo? Allez. Allô, allô, vous me voyez? Oui, très bien, parfait. Alors là, je suis dans ma cuisine. Ouais. Je vais vous lire mon imprécis de cuisine. Ah, génial. Parfait.
Alors, le titre du texte, c'est Maman l'a fait. Je l'ai fait, maman. Je l'ai fait et j'en suis très fière. Il faudrait dire qu'il ne faut pas beaucoup pour que mes joues aient froid. Très bien. Alors, on va continuer. Parfait. Vous suivez parfaitement bien la consigne et vous voyez à quel point c'est impactant d'avoir ce texte qu'elle nous dit, là, les yeux dans les yeux. On vous suit extrêmement bien. Alors, moi, je vais vous proposer d'aller plus loin, puisque vous arrivez déjà bien à avoir cet eye contact, comme on dit, hein, ce regard avec la caméra, hein, qui est nous, en l'occurrence, nos yeux par caméra interposée. Continuez en essayant parfois peut-être d'articuler davantage un mot ou d'accélérer votre débit, de jouer sur ces outils que j'ai évoqués sur la voix, accélération, parler plus haut, plus fort, voilà. Essayez de jouer sur votre voix de façon quasiment ludique, comme un enfant joue avec sa voix. Très bien. Tu n'es pas là pour m'encourager ou pour me pousser. Attention là. Ouais. Pour me pousser dans mes retranchements. Très bien. Je vous arrête. Hein. On est sur un training en ligne. Effectivement, vous voyez, pour tout le monde, pour celles et ceux qui regardent, que quand le regard s'en va avant que la phrase soit terminée, on perd finalement la force du message. C'est-à-dire que si je garde mon regard jusqu'au bout, jusqu'au moment où là, vraiment, j'ai plus rien à dire derrière, ben vous allez attendre la suite, hein, d'une certaine façon. Et souvent, la voix, tout simplement, à la fin d'une phrase, l'intonation descend, mais on peut la compenser par une énergie vocale plus forte. Donc ça, petit truc aussi que je donne à tout le monde, quand vous parlez, mettez presque plus d'énergie dans la fin de votre phrase que dans le début. L'énergie phonatoire, l'énergie qu'on met à prononcer et à parler. D'accord ? Est-ce que vous voulez nous dire une ou deux autres phrases avant de passer la main ? Ok, très bien. Tu n'es pas là, fièrement. Super. Pour les crevasses et des lardons. Très bien. Alors là, on y croyait. Et ce que j'ai entendu, c'était aussi une vraie respiration avant de commencer. C'est-à-dire que la respiration, c'est vraiment ce moment où on y va, hein, où on va tout donner et où on va exactement, on va se donner aussi, parce que finalement, être en scène, avoir la capacité de prendre la parole, c'est aussi accepter de donner un peu de soi. Et ça, on l'oublie souvent, hein, quand je fais travailler les gens en entreprise. Les gens se retranchent derrière des discours très techniques, voilà, très formatés, alors qu'en fait, s'ils donnaient un peu d'eux-mêmes, de la chaleur qui les habite, de l'enthousiasme qu'ils ont à traiter tel sujet, eh ben, ça serait beaucoup plus parlant et beaucoup plus charismatique. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces participations. Peut-être, est-ce qu'il y a une dernière personne qui a envie de tenter l'exercice ? Sinon, on peut avancer. N'hésitez pas si quelqu'un souhaite faire cet exercice. En tout cas, ce que vous avez pu voir, c'est qu'il suffit de pas grand-chose pour être déjà beaucoup plus impactant et être déjà beaucoup plus présent à l'autre. Et je voudrais vous parler aussi, effectivement, je vous ai dit, on peut travailler sur sa voix, mais aussi on peut travailler sur ses gestes. Alors, je suis désolée, j'ai pris une deuxième vidéo qui est un exemple très franco-français, encore une fois, malgré, d'habitude, j'ai beaucoup d'orateurs américains dans mes exemples, ce sont souvent les meilleurs, mais là, je vais vous proposer un deuxième orateur très français que certains reconnaîtront. Alors, autre petit exemple, donc un homme politique français. Le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon. Karine, merci Karine. Et on est avec Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jean-Luc Mélenchon.
Merci d'être avec nous ce matin. Première question, que pensez-vous des nouvelles mesures annoncées hier par le Premier ministre, en particulier le durcissement des conditions de confinement pour tenter de freiner cette épidémie de coronavirus? Écoutez, Monsieur Wittenberg, vous savez qu'en ce moment, on doit peser chaque mot parce que quand des responsables prennent des décisions, donnent des consignes, il me semble que le premier élément de bon sens, c'est de respecter les consignes. Mais en même temps, il faut choisir ses mots pour pouvoir aussi dire ses réticences et éventuellement ses critiques. Donc moi, je ne serais pas dans cette circonstance l'homme qui jette de l'huile sur le feu ou qui, depuis chez lui, décide de ce qui est bon ou mauvais sur des sujets où souvent on ne sait pas. Mais permettez-moi de vous dire une chose, on est toujours dans une certaine incohérence et c'est ce qui rend le travail de conviction pour dire aux gens. Pourquoi incohérence, Monsieur Mélenchon? Regardez, vous venez à l'instant de passer un reportage sur les routiers, n'est-ce pas? Bon. Vous avez entendu les deux personnes qui parlent, ne parlent pas français. Il y a dans ce pays 1 million de routiers, de contrats de transport, de travailleurs détachés pour les routiers. Ce qui signifie que vous avez 1 million de personnes qui sont habilitées à passer d'un pays européen à l'autre, d'un pays qui n'est pas confiné à un qui est confiné, le nôtre, sans que vous ayez aucune condition de garantie sanitaire, puisqu'au demeurant, ils ne peuvent pas être testés instantanément. De même, ils sont autorisés à faire du cabotage. Voyez-vous, c'est-à-dire à s'arrêter d'étape en étape. Tout ça n'est pas raisonnable. Monsieur... Alors, est-ce que vous pourriez me dire, après avoir visionné cette petite interview, quels seraient les mots-clés, m'écrire dans le chat, là, des mots-clés que vous avez retenus après avoir vu cette vidéo? Oui, incohérence. Qu'est-ce qui frappe? Le bon sens. Est-ce qu'il y a un chiffre que vous avez retenu? À partir de quand dans la vidéo, ouais, jetez l'eau sur le feu, 1 million, hein, ce 1 million qui est répété. À partir de quand, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais le discours devient impactant à partir d'un certain moment. Un certain moment où Jean-Luc Mélenchon fait quoi? Il bouge, il vit. Au début, il est un peu paralysé, les mains, oui, ses mains. Hein. Au début, il est un peu paralysé par la situation à distance. Hein. C'est très intéressant pour nous aujourd'hui de voir qu'au début, il parle trop vite. D'une certaine façon, il n'a pas cette façon assez élégante, phrasée qu'il peut avoir parfois, ou ce phrasé un peu rocailleux hein, qu'on lui connaît. Et il est paralysé par l'écran et il va parler trop vite. Et bien à un moment, ça se calme et il va laisser son corps parler. Exactement, il va illustrer, comme je le lis à droite, il va prendre des exemples. Qu'est-ce que vous remarquez sur sa gestuelle? Pour qu'on voit mes mains à l'écran, bah, il faut que mes mains soient très hautes quand même. Vous avez remarqué, elles sont quasiment au niveau de ma poitrine et elles vont monter, d'accord? Donc là, je voudrais commencer à vous donner des indications sur les qualités qui font qu'une gestuelle est impactante. On reviendra sur y a-t-il de bons ou de mauvais gestes, hein, j'en reparlerai. Mais première qualité très importante, et d'autant plus devant un écran, ce sont des gestes hauts. Hein, je vais vous montrer ensuite une slide récapitulative de tout ce que je suis en train de vous dire. Mais je veux petit à petit que vous puissiez l'entendre. J'entends trop de gestuels, je lis trop de gestuels peut polluer le discours. Oui, c'est sûr. Effectivement, on a ce côté extrêmement méridional. Des gestes hauts. Intéressant aussi, et ça on oublie très souvent, des gestes asymétriques, non symétriques. Si je fais ça comme ça pendant des heures, eh bien ça donne quelque chose de répétitif qui va lasser. Si je montre la gauche, puis la droite, et que je nous emmène d'un côté à l'autre, là on va avoir quelque chose qui va donner du sens. D'accord ? Donc, je vais vous montrer, peut-être montrer la slide, ça sera peut-être plus simple, et commenter finalement la qualité des gestes que vous pouvez développer. Les voilà. Donc, je vous ai dit des gestes hauts, mais aussi des gestes ouverts. Vous avez vu tout à l'heure, au tout début de cet atelier, on a parlé de Amy Cuddy qui parle d'un corps ouvert,
qui est déjà une marque de je prends la place, je domine la situation. De la même façon, on a souvent tendance à avoir des gestes un peu collés au corps et on ne va pas beaucoup bouger d'ici. D'accord ? L'idée, c'est penser que vous avez des mandarines sous les oranges. Sous les aisselles, pardon. Des mandarines sous les aisselles. C'est-à-dire que vos bras ne sont pas collés au corps, mais vous allez pouvoir ouvrir et à ce moment-là, commencer à utiliser tout l'espace qui est autour de vous. 360, on y va et on peut aller devant et on peut aller en haut et on peut aller derrière et on a besoin de voir ça. Et vous voyez que si je fais un geste très haut au niveau des yeux, vous allez le voir particulièrement puisque vous me regardez au niveau des yeux. Donc, ce geste qu'il a, et on voit un Jacques Chirac faire ça, comme ça, au niveau de l'œil, finalement, ce geste ne veut rien dire, mais il va attirer notre attention et constituer une sorte de ponctuation. C'est pour ça que j'en arrive au troisième point que vous voyez sur cette slide. Les gestes doivent être dessinés, arrêtés. C'est-à-dire qu'à la fin de mon geste, il y a un arrêt sur image. Je dis ça, et ensuite je dis ça. D'accord ? Mais j'arrête mon geste et je vais essayer de ne pas rester dans le flou artistique. Vous commencez peut-être maintenant à comprendre l'intérêt de tout le travail qu'on a fait précédemment, conscience de mon corps. Si je suis conscient de mon corps, je serai capable d'arrêter mon geste et de dire, voilà, la chose importante à savoir, c'est celle-ci. Et j'arrête mon geste, je le dessine pour qu'il y ait cet arrêt sur image en même temps que le silence. Je vous ai dit que le silence était une ponctuation, le geste aussi. Enfin, extraverti, ça va un peu plus loin que ouvert, c'est peut-être dire un geste qui va vers le public. Et là, petit conseil d'amis, si je puis dire, si vous avez des webconférences à animer, n'hésitez pas finalement à aller vers la caméra avec votre main. Vous allez voir effectivement que ça va permettre de créer finalement cette relation, même s'il y a l'écran entre nous. Des questions sur les gestes. Je pense qu'il y en a plein, j'ai d'autres choses à développer, mais est-ce que vous avez des questions à ce sujet ? J'ai eu tout à l'heure la question de est-ce que trop de gestes tue le geste, d'une certaine façon ? Oui, souvent, simplement parce que le geste n'est pas arrêté. En fait, si le geste était arrêté, je dirais non. C'est-à-dire que des gestes conscients d'eux-mêmes, des gestes qui sont capables de comprendre qu'ils sont une ponctuation, qu'ils sont là pour enrichir le discours, il n'y en aura jamais trop, je dirais. La question, tout à fait, question de Frédéric, et c'est une question effectivement que je souhaitais aborder, est-ce qu'il y a des gestes qu'il ne faut pas faire ? Alors, tout le monde connaît on ne va pas être en fermeture, les bras croisés, bon ça c'est quelque chose de tellement connu que j'imagine que vous n'allez pas faire toute votre présentation les bras fermés sur le corps, qui montre justement cette attitude de repli, de peur. Mais il y a aussi par exemple ces gestes qui consistent à se toucher les mains. Je pense qu'on est assez nombreux à faire ça. Et puis, il y a des gens qui font même un petit clac. Et puis, voilà, la savonnette ou les cheveux, exactement, tout à fait, ou les cheveux. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, quand on fait ça ? En fait, on produit de l'ocytocine. On produit, exactement, ça traduit de la nervosité, ça indique la nervosité. Mais nous, on produit cette hormone qui apparaît quand on donne le sein au bébé. Vous savez, il y a une hormone qui est produite, qui est une hormone de calme, de contentement, qui naît entre la maman et l'enfant, et qui naît au contact des peaux. Donc, quand on fait ça avec nous-mêmes, c'est qu'on se rassure nous-mêmes. D'accord ? Donc, effectivement, on va essayer, et ça va être souvent pour beaucoup très difficile de lâcher ces deux pauvres mains. Beaucoup de gens vont me dire « Oui, mais je ne sais pas quoi faire de mes mains. » Laissez-les tranquilles. En fait, si vous acceptez, et ça c'est tout le travail avant l'entrée en scène, de lâcher les bras, finalement, de rester dans un corps neutre, ce corps avec ses bras ballants, d'une certaine façon, mais que vous êtes prêt à les ouvrir, ça peut être exactement, accepter d'être le spectacle, nous dit Béatrice, exactement ça, accepter d'être le spectacle, mais d'abord d'être dans un corps qui ne cherche pas à dire quelque chose. Et si je vous faisais tout mon discours les bras ballants, en fait, vous ne le remarqueriez pas. Donc, lâchez les mains, oubliez. Elles peuvent vivre leur vie toutes seules. On parlait donc de la savonnette. La variante, vous la connaissez peut-être, c'est les mains devant
voilà, devant le bas-ventre. On appelle ça aussi la posture du nudiste ou la posture du fusillé, les mains dans le dos. Voilà, on va dire 3 postures qu'on va essayer d'éviter. Hein, voilà, qu'on va essayer d'éviter pour trouver cette détente, hein, en fait. Je dirais aussi, par rapport à cette question des gestes, que comme pour les tics, vous savez, ces tics qui viennent, ces tics verbaux qui viennent parasiter notre discours, les gestes comme ceux-ci sont aussi des tics verbaux, des tics non verbaux, pardon, justement, des tics non verbaux. Et comme pour les tics verbaux, il ne faut pas se focaliser dessus. C'est-à-dire, ce n'est pas en disant à quelqu'un « Ah, mais arrêtez de faire « ou de dire « donc » en début de phrase que cette personne va arrêter de le faire. Il faut lui permettre, il faut lui dire « respirez davantage, faites des silences ». Et là, elle va arrêter de faire « ou « donc ». Vous voyez? Donc, déplacer l'attention sur quelque chose de positif. C'est la même chose pour le geste. Plutôt que de dire « dis donc, ça ne va pas, tu as toujours tes mains croisées ou toujours la savonnette », dire « ouvre tes mains ». Sers de tes mains ou de ton corps comme une ponctuation. Et là, on va pouvoir déplacer le problème et éviter le tic non verbal. Dans les questions, dans la vraie vie, recommandez-vous de se lever ou de rester assis? Moi, je recommande de se lever. Je recommande de se lever. Si vous le pouvez, autant que possible. D'abord parce que, si tout le monde est assis, vous dominez la situation. Et ça, c'est bon. Et aussi, et surtout, comme je vous l'ai dit au tout début de cet atelier, parce que quand je suis debout, j'ai tout mon ancrage, j'ai la force de mon corps tout entier qui va porter mon message. Donc, être debout, oui, je le recommande dans la mesure du possible. Marcher en parlant. Ah, vaste question. La question, évidemment, c'est, comme je vous l'ai dit au tout début, c'est être conscient de son corps. Donc, je dirais, si vous faites un pas et que vous êtes conscient du pas que vous êtes en train de faire, d'où la conscience du sol sous mes pieds, là, oui, vous pouvez vous déplacer. Mais je dirais, évitez les déplacements inutiles. Parce que souvent, on va avoir quelqu'un qui va marcher de long en large sur la scène, hein, et puis là, on va dire, tiens, on va compter les allers-retours. Ah, il en est à 1, 2, 3. Et au bout d'un moment, le déplacement comme ça sur la scène est un parasite non verbal, là aussi. Hein, je vous parlais des gestes parasites. Se déplacer sur scène, comme ça, sans conscience de soi, est un parasite non verbal. Moi, il y a une image souvent que je prends avec les personnes que je coach, c'est la panthère. Alors, on n'a pas tous vu des panthères dans notre vie, mais vous avez peut-être des chats. Moi, quand je vois mon chat qui s'approche très délicatement de tout son corps et qui est prêt à bondir, et bien en fait, c'est cette énergie-là que je vous invite à avoir dans votre corps, c'est-à-dire un corps très concentré, très près du sol, conscient et prêt à bondir dans l'énergie. Hein. Donc, je trouvais que c'est une belle image, notamment pour des femmes à qui on propose d'être audacieuses. Marcher, alors c'est le catwalk, hein, je ne dirais pas marcher comme dans un défilé, parce que finalement, le catwalk, il y a quelque chose d'un peu aérien dans la femme qui fait son défilé. Non, moi je vous demande d'être très ancré. Marchez comme une panthère. Prenez la force de la terre. Une histoire que je raconte souvent en début de séminaire, c'est quelque chose qui est tiré de la mythologie grecque. C'est l'histoire d'Anté. Anté, je vous l'écris à côté ici, A-N-T-E, en français, et Antéos en anglais, je crois. Anté est un vilain roi sanguinaire qui habite sur une île et qui, à chaque fois qu'un étranger arrive, lutte à mort avec cet étranger et il a toujours le dessus. Pourquoi Anté a-t-il toujours le dessus? Anté est le fils de Gaïa et de Poséidon. Alors, je pense que vous reconnaissez peut-être ces deux divinités. Gaïa, c'est la déesse de la terre. Exactement. Donc, Anté puise sa force dans la terre et à chaque fois, même quand il tombe, il est en contact avec la terre.
même quand il est en contact avec la Terre. Donc, il a toujours le dessus et il va mettre à mort tous les hommes avec qui il va lutter. Heureusement, Hercule passe par là. Coup de chance, un de ses 12 travaux passe par l'île d'Anté et Hercule va comprendre d'où Anté tire sa force. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et si vous regardez, tapez sur Internet Hercule et Anté, vous verrez de ravissantes sculptures italiennes qui représentent cela. Hercule va déraciner Anté, il va l'ôter de terre, et à ce moment-là, il va avoir le dessus. C'est-à-dire qu'il va comprendre qu'en lui coupant le contact avec la terre, il perd sa force surhumaine, finalement, sa force divine. Voilà, j'aime bien cette histoire. Je vous invite à aller regarder sur Internet les représentations magnifiques qu'en font notamment les sculpteurs italiens du XVIIe ou même avant, et de vous dire que la Terre est votre amie. Et je dirais, c'est très étonnant, hein, même par exemple quand on travaille la voix. Si vous dites à une femme qui parle avec un... Donc là, puisqu'on parle de femme et de timbre aigu, qui parle avec un ton haut perché, vous la faites parler, vous lui faites continuer son discours en lui disant de penser à ses pieds, voilà, de ne pas penser à ce qu'elle dit, mais de penser à ses pieds sur le sol, et bien vous allez voir qu'elle va gagner en gravité. J'ai tout à coup un jour eu cette illumination, je me suis dit, tiens, c'est marrant, la gravité, ce qui nous tire vers le sol, c'est aussi la gravité, les graves de la voix. Et vous allez voir que si vous vous concentrez sur le sol, vous allez gagner en grave vocalement. C'est assez étonnant, mais c'est parce que finalement, vous allez utiliser votre voix de poitrine, vous allez utiliser le corps tout entier. Voilà. Avant de m'acheminer vers la conclusion, n'hésitez pas, si vous avez envie de poser d'autres questions. Frédéric, si tu vois des choses dont je pourrais parler, dont j'aurais besoin de parler avant de conclure. Il y a beaucoup de choses dont tu pourrais parler, ça je sais, mais ça, ce sera pour plus tard. Effectivement, tu ne nous donnes qu'un très très bon goût, mais de tout ce que tu peux nous apprendre au niveau de la prise de parole en public, et on a loin d'avoir fini, mais non, je pense que oui, il y a plein de choses à voir en plus. Mais là, déjà, tu nous as donné un très très bon aperçu de ce qu'on pouvait déjà mettre en pratique. Je te laisse conclure avant de reprendre la parole. Exactement. Donc voilà ce qu'on a écrit sur cette slide finale. À retenir, hein, parmi, peut-être, j'espère que vous avez retenu d'autres choses au fil de cette conversation, puisque je vous ai dit que je souhaitais que ça soit une conversation. Pour travailler le trac, notamment, hein, commencez par respirer profondément. Faites du yoga pour celles qui ont le courage de le faire. Moi, j'avoue que j'ai peu eu le courage de faire du yoga parce qu'en fait, je chantais et ça faisait office de yoga. C'est-à-dire, vous pouvez aussi chanter une demi-heure par jour. Et là, je vous garantis l'effet sur la respiration diaphragmatique. Ne lâchez pas votre public des yeux. Le regard est un véritable pont de communication et un pont de bienveillance. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens sont très contents de ne pas être sur scène. Hein. Donc, en fait, ils vous admirent d'y être. Et vous allez voir que, en fait, ça fait beaucoup moins peur quand on regarde les gens dans les yeux que quand on essaye de regarder la ligne bleue des Vosges et d'oublier le public. Non. Accrochez-vous à ces regards. Ces regards vont vous aider. Ces regards sont des soutiens. Hein. Redressez-vous. Ouvrez le haut du corps. Là, je ne l'ai pas écrit. Ancrez votre corps aussi. Hein. J'ai parlé de panthère pour les déplacements. Pensez-vous aussi comme un arbre. Hein. Il y a le tronc bien enraciné et puis tout ce qui bouge en haut. Hein, il y a du vent dans les branches. D'accord ? Donc, pensez à cette conscience profonde de votre verticalité et de votre énergie. Lâchez vos mains, bien sûr. Abusez du ou des silences. Hein, là, moi, j'en ai pas beaucoup abusé parce que je cavalais pour vous dire tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'aurais pu prendre plus de temps, mais voilà, je voulais vous dire tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Mais le silence, vous l'avez compris, c'est la clé de voûte de la parole, je dirais. Le silence est la clé de voûte de la parole. Donc, le silence avant de parler est capital. Le silence pendant qu'on parle est une respiration. C'est ce qui nous permet à nous
d'entendre ce que vous avez dit, de réfléchir, d'avoir envie de vous répondre. Et articuler beaucoup plus qu'au naturel. Ça, c'est la leçon du maître Lucchini, qui est très importante et qui est d'autant plus importante en français. Là, je vais peut-être par cette petite note pourquoi aussi les anglophones sont souvent meilleurs que nous. Parce qu'ils ont cette chance d'avoir une langue qui chante. Donc, il y a des accents toniques, et puis il y a des aigus et des graves dans la voix même. Si vous parlez anglais américain ou anglais britannique, il y a une mélodie, il y a une musique de la langue anglophone qui finalement fait que la voix est déjà musicale avant même de travailler dessus. Pour nous, les Français, il faut le travailler plus techniquement, avec du silence, avec de l'articulation, et c'est comme ça qu'on va trouver le souffle et la musique de notre langue à nous, qui peut être très monocorde si on y prend garde. Voilà. Ces liens utiles, je les note ici. Est-ce que tu veux qu'on les renote, Frédéric, dans le chat ou... On va noter. De toute façon, la vidéo sera en ligne. Alors, elle sera en ligne pour les adhérents. On peut, vous tapez Fabrice Lucchini, je pense que vous allez trouver. Amicudi, c'est pareil, franchement, c'est pas la peine de les remettre. Je vais juste. Discours fondé uniquement sur voilà, celui-là, le discours vide, qui est assez intéressant, effectivement. Le discours vide, il est très drôle. Je vous invite à aller le regarder. Voilà. Finalement, on s'est concentré sur le corps, c'est pas mal de terminer là-dessus. Un discours qui rit, qui plaisante sur ces outils qui peuvent aussi de temps en temps masquer la vacuité de la pensée. Et évidemment, je n'invite pas du tout à la vacuité de la pensée, je le redis en cette fin d'atelier consacré au corps. Voilà. Donatienne, un grand merci. Un grand merci pour ta prestation, pour tous les conseils que tu nous as donnés. Alors là, moi, je suis assise sur le bord de ma chaise. J'ai fait 1 ou 2 respirations avant. J'arrive pas à regarder les gens dans les yeux parce que je ne vois personne à part toi. Donc, c'est très difficile, c'est très frustrant quand on est derrière son ordinateur. En tout cas, je retiens des choses très pratiques que je ne connaissais pas. Mettre de l'énergie à la fin de la phrase. Voilà ce que j'essaye de faire. C'est vraiment quelque chose que je découvre, je ne savais pas. Alors, tu répètes des choses qu'on sait, mais c'est toujours bien de le savoir et tu l'as vraiment bien démontré. C'est l'importance de la connexion avec les yeux. Une fois qu'on se connecte avec les yeux, avec le public, c'est vraiment ça. On l'a vu dans les exemples, quand vous avez lu, quand vous lisez votre texte et que les yeux lisent votre texte, on n'est pas avec vous. Et le fait de lire, enfin de parler les yeux dans les yeux, c'est incroyable comme ça crée effectivement une connexion. Je répète, tu as encore beaucoup de choses à nous apprendre, donc ce sera pour la suite. Voilà, merci, passionnant, d'envie de pratiquer. Et bien justement, belle prestation, bravo Darwoman, merci. Merci. Gentil. Alors, on en était à notre 6e webinaire expert. Nous allons continuer les webinaires experts à raison de 2 par mois. On va essayer. Ils vont être ouverts à tous en live. On va les réserver aux adhérents en replay parce qu'il faut que l'association vive. Donc, vous qui avez suivi 1, 2 ou 3 webinaires, s'il vous plaît, adhérez. C'est très important pour nous qu'on ait des adhérents. C'est très important qu'on puisse… Alors, je vous explique parce qu'on a lancé il y a 15 jours Darwoman Handicap et en fait, dans les adhésions des Darwoman normales, on prendra une part des adhésions, 30% pour financer des ateliers pour les handicapés, pour les femmes handicapées. Donc voilà, adhérez, tout ça, ça va être en ligne. Nous allons faire dès la rentrée un programme qui s'appelle Dare Training. Dare Training, c'est 3 piliers, c'est des workshops comme celui que vous avez vu ce soir en présentiel ou sur le web parce qu'on va continuer. Ça, on va dire que c'était on a essayé de faire avec Donatienne une synthèse de plusieurs points qui sont importants et encore, on a limité au corps. Demain, si on fait un parcours de prise de parole en public, il y aura plusieurs workshops sur la prise de parole en public et beaucoup plus en profondeur. Il y aura des workshops sur la gestion de la confiance en soi, sur savoir dire non, sur un certain nombre de choses. Il y aura des parcours de l'audace, des parcours JAWS. Et il y aura des séminaires
Il y en a un qui est prévu d'ailleurs le 3 et 4 octobre, si ça vous intéresse, sur oser être soi et plus avec de l'Equi-Coaching. Le prochain webinar, c'est justement la gestion de la confiance en soi, parce que ça, c'est quelque chose qui est très cher à Dare Women. Chez Dare Women, on explique que l'audace, c'est le dernier étage de la fusée. La première étage, c'est l'estime de soi. La deuxième, c'est la confiance en soi. Et pour avoir de l'audace, c'est-à-dire pour activer le passage à l'action, pour mettre en place son projet professionnel ou son projet de vie, il faut avoir cette confiance. Donc, nous avons l'immense chance d'avoir Céline Robineau qui nous anime un workshop toujours accessible à tous sur le web le 28 juillet à 19 h. Notez-le bien, mais il y aura des annonces sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux Dare Women. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Venez sur le groupe Facebook ouvert à tous. Le groupe LinkedIn ouvert juste aux adhérents et il y aura des annonces et bien sûr aller sur le site internet. Oui, on va avoir des beaux programmes et surtout on est très content parce qu'on va rendre ces programmes accessibles donc à toutes les femmes handicapées et ça pour nous c'est un grand bonheur. Voilà, encore merci à toutes d'être là, d'être fidèles au rendez-vous et bienvenue chez Dare Women et Donatienne, vous la retrouverez dans nos workshops payants pour Dare Women dès la rentrée. Et en os. Voilà. Et en chair et en os, parce qu'on espère que oui, ça va être du présentiel. Mais on a l'Amérique ici, on a l'Afrique du Sud, on a le Cameroun, je sais qu'on a le Maroc de temps en temps. Donc on gardera de toute façon des ateliers en ligne de façon à pouvoir être accessible. Dare Women est international, hein, puisqu'on est au Liban, on est en Amérique, on est en Allemagne, on est au Luxembourg, on est en Espagne. Donc il faut que ce soit pouvoir être accessible. Merci à tous, que vous soyez membres ou non. On était ravis de vous accueillir ce soir. Soyez audacieuses, gagnez en puissance, parlez fort, maîtrisez les silences. Et comme ça, vous penserez à Donatienne et à Dare Women. Bonne soirée à tous et encore merci Donatienne. Et rendez-vous au 28 juillet pour ceux qui veulent avoir les clés de la confiance en soi. Bonsoir. Au revoir.